Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette présentation en vidéo, cette présentation sur les fermentations spontanées, et bienvenue aux anciens étudiants, étudiantes, aux étudiants en cours, à mes collègues et autres professionnels ou passionnés de la vigne et du vin confortablement installés chez vous. Dans cette thématique sur la limitation des intrants, eh bien, la microbiologie a aussi son sens. Les micro-organismes, les levures sont des intrants et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ou dans cette vidéo, une gestion raisonnée des micro-organismes pendant les fermentations alcooliques. La présentation va se faire selon le plan suivant. On peut l'articuler en 4 parties. Une première partie qui est un peu un rappel du cadre, des repères historiques, l'évolution des pratiques, puis des éléments sur les levures, leurs origines, d'où est-ce qu'elles viennent pour faire la FA, la notion de Saccharomyces et de non-Saccharomyces, et puis enfin aussi comment maîtriser cette fermentation alcoolique. Dans une étape suivante, on va parler de quelques essais qui ont été conduits ici à Changin sur ces thématiques, et enfin des conclusions. Alors, si on commence par reprendre quelques jalons, parlons du miracle du vin. Miracle, en fait, dans le sens, les origines du vin, les plus anciennes preuves datent d'il y a plus de 8000 ans maintenant, dans le Caucase. On a ici une image justement des cuves qui étaient utilisées pour faire du vin. Donc l'homme fait du vin déjà depuis 8000 ans. Mais c'est bien plus tard, en 1837, que Charles Cagnard de la Tour observe ces levures qui font la fermentation. Puis, un demi-siècle plus tard, environ un bon demi-siècle plus tard, Pasteur fait le lien, confirme que c'est bien ce que Cagnard-Latour avait vu, c'est bien les levures qui sont l'œuvre de la fermentation alcoolique, et ce n'est pas une volonté divine que tout d'un coup du jus de raisin se met à fermenter. Comme on a vu que c'était des levures, on a voulu les maîtriser, et là, peut-être quelques jalons aussi, parce que, comme je l'ai dit, il y a 8000 ans qu'on a certainement dû faire fermenter du jus de raisin, mais c'est que plus tard qu'on a essayé de sélectionner, d'isoler. Dans les premières levures, une affiche sympathique, les radiolevures Jacquemin, qui datent de 1933, avec des arguments assez amusants d'ailleurs, c'est qu'un des arguments de vente pour ces levures sélectionnées, c'est qu'elles effaçaient l'effet terroir, comme quoi les volontés ou les idées évoluent. Une autre image historique dans les années 1900, cette photo a été tournée, j'allais dire, c'est la vidéo. Cette photo a été faite en fait en 1900 à l'Uni de Genève, qui préparait des pieds de cuve à l'époque pour les vignerons de la région. Et puis c'est dans les années 70 que sont apparues les levures sèches actives sélectionnées. Alors maintenant qu'on a juste remis quelques jalons historiques, venons sur la fermentation spontanée, sur les pratiques, les connaissances. Donc vis-à-vis des fermentations sélectionnées d'abord, avant de parler de spontanées, quand on a voulu fermenter, première chose, on sélectionne des levures pour qu'elles fermentent. Punchlos. Par la suite, il y a eu un énorme choix de levures sèches actives, un énorme choix de levures sèches actives, adaptées aussi à la vinification que l'on veut faire. Et là, il y a un point qui est très important, c'est que selon le vin que l'on veut obtenir, selon le profil de vin que l'on veut, la levure sera un révélateur de cette typicité que l'on recherche. Et puis certains diront que les LSA sélectionnés vont faire uniformiser une standardisation, ça dépend comment on le fait. De nouveau, cette notion d'avoir une utilisation raisonnée et intelligente, on peut aller dans un sens comme dans un autre. Et puis standardiser, ce n'est pas toujours négatif. On cherche des fois à avoir toujours le même profil de vin qui nous plaît ou qui plaît à nos clients. Donc ça, c'est l'évolution d'abord fermentée après grand choix de levure au niveau de levure sélectionnée. Maintenant, quand on fait de la fermentation spontanée, eh bien, avec la petite expérience que j'ai maintenant, puis ça fait plus de 25 ans que j'enseigne, ça me donne un petit recul modeste en termes de temps. Mais sur ce temps, en discutant avec les étudiants, je vois qu'il y a de temps en temps quelques caves qui ont toujours fait que du spontané, jamais ensemencé, même s'il y a quelques 10 ans où on disait qu'environ 95% des vins dans le monde étaient ensemencés en levure.
Puis dans les années 2000 à peu près, je voyais de plus en plus de personnes qui s'intéressaient à faire du spontané, qui se sont dit « Ah ben moi maintenant j'arrête de mettre des levures sélectionnées, j'arrête d'acheter des sachets », puis en fait en général c'est un échec. Par contre, environ une dizaine d'années plus tard, de nouveau un peu, je ne prendrai pas le terme de mode, mais de nouveau une idée de retourner vers du spontané, mais cette fois avec une approche globale, de faire des fermentations spontanées, mais dans une vinification, dans une philosophie globale, et de ce côté-là, c'était une réussite. Alors, si on poursuit maintenant sur les fermentations spontanées, on peut se dire, OK, ça fermente, mais les levures qui fermentent dans ma cuve, elles viennent d'où? Alors, d'où viennent nos levures? Eh bien, si on prend la logique de la vigne, on a du raisin qui devient du mou, qu'on fait fermenter pour avoir du vin. Maintenant, si on reprend ça dans l'autre sens, ce vin qui a fermenté avec des levures qui étaient dans le mou, qui étaient dans le raisin, eh bien, en fait, les levures, elles devaient être à la vigne. Mais en fait, les études ont montré que ce n'est pas tout à fait juste. La plupart des études ont bien dit que non. Dans le raisin, il y a très très peu de levures capables de faire une fermentation alcoolique. Et là, il faut bien avoir en notion cette idée de sélection. C'est d'ailleurs une thématique qui avait été développée en 2019 lors des conférences aussi organisées dans le même cadre au Palais de Beaulieu. On nous a parlé des brettes. On nous a bien dit qu'il y a deux grandes populations de brettes. Il y a celles qui supportent ou ne supportent pas le SO2. À la vigne, c'est un environnement où on rencontre en majorité des levures qui ne supportent pas le SO2. Maintenant, les brettes qui sont à la cave, les quelques-unes qui supportent le SO2 se sont plutôt sélectionnées, habituées, acclimatées et font la majorité. Donc on a des populations différentes à la vigne et à la cave. Donc dans la logique d'où viennent nos levures, les levures responsables des fermentations alcooliques spontanées viennent, oui, un peu de la vigne, mais surtout aussi de la cave, et c'est cet ensemble d'origines différentes qu'il faut plutôt voir. On peut d'ailleurs se poser la question, mais d'une année à l'autre, comment est-ce qu'elles survivent dans les recoins de la cave? Il n'y a plus de feuilles en fait à la vigne. Et puis là, il y a une étude assez amusante. Ça avait été fait par une équipe italienne et française qui avait montré que les guêpes, en fait, les vecteurs étaient en fait le réservoir de levures dans leur estomac. Elles gardent les levures d'une année sur l'autre. Donc voilà pour l'origine des levures. Maintenant, un autre aspect très important, c'est que dans les années 90, on a eu des méthodes d'identification moléculaire. Et ça fait un grand pas dans cette idée, quand on a analysé, on voit ici sur cette image les différentes bandes qui représentent chaque fois une levure, l'ADN des levures, et cette empreinte différente d'une souche de levure, c'est tout des Saccharomyces, mais d'une souche à l'autre, eh bien, on se rend compte que quand on fait une fermentation spontanée, on n'a pas une, mais on a toujours plusieurs souches en même temps. Cette population, d'ailleurs, est dynamique. Pendant les FA, comme on le voit ici sur l'illustration, vous voyez ici par des couleurs différentes que les levures en B au début de la FA, en C en milieu de FA, en D en fin de FA, la population évolue et est dynamique. Et on a mis en évidence que cette dynamique, elle est différente pendant les fermentations, entre des cuves, entre des domaines, entre des millésimes, donc enfin bref, que ça change un petit peu tout le temps. De là, on s'est posé la question, mais est-ce que dans un domaine, dans une région, il y a une levure qui est spécifique? Est-ce qu'il y a une levure de cru? Et est-ce qu'il y a une souche spécifique à un endroit? Avec ces outils de biologie moléculaire, on pouvait essayer de deviner. Alors certaines études disaient oui, d'autres disaient surtout pas, etc. Ce n'était pas très clair. Il y a eu une autre idée qui est intervenue en 2006, c'est cette notion de consortium microbiologique. Ça veut dire que dans une cuve, dans une récolte, il va y avoir un ensemble de micro-organismes. Un petit peu comme dans une forêt, dans différentes forêts, il y a une faune, une flore, il y a une diversité d'organismes vivants. Et ces organismes vivants, comme faune, flore très différentes, eh bien levures, champignons, enfin différents champignons, différentes levures et les bactéries, c'est deux mondes totalement différents, même si c'est tous des micro-organismes. L'ensemble de toute cette population de micro-organismes, on l'a appelé le consortium. Et dans les années 2010, on a une confirmation aussi de ce concept, puisqu'on a effectivement ce consortium, pas toujours facile à dire. Ce consortium varie effectivement d'une cuve à l'autre, varie d'un domaine à l'autre, varie entre millésimes, entre régions. Ça, on a pu le mettre en évidence avec des techniques d'identification globale ou des techniques dites de séquençage à haut débit, où en fait on prend l'ADN de l'ensemble d'un échantillon, puis après en séquençant cet ADN, on peut dire, bah oui, il y avait telle levure, tel type de bactérie, tel type de champignon, etc.
Et là, on a donc mis en évidence qu'effectivement, ça variait d'une cuve à l'autre. Donc, comme on l'avait pour les méthodes dans les années 90, on a pu voir que ce n'est pas seulement des souches qui diffèrent, mais c'est toute la population qui évolue et qui est dynamique. Donc, il y a un perpétuel changement qui se passe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à se dire, mais en fait, ce consortium qui évolue, eh bien, ce consortium semble très identitaire d'une région, d'un endroit. On pourrait se demander, mais est-ce que cette population, ces proportions de population ne sont pas spécifiques à une région, à un terroir? Et là, je vous montre une image, en fait, d'une étude récente qui a été faite avec ces techniques-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont travaillés à Bordeaux dans les mêmes régions que dans les années 90, les images que je vous ai montrées avant. Donc, il y a 30 ans de différence à peu près par des techniques différentes. Et là, vous voyez par exemple en haut dans la région du Médoc, vous avez 5 appellations Bordelais-Bergerac. Et sur ces 5 appellations, ils ont analysé toute une série de caves. Ils ont regardé les souches qu'il y avait dans ces différentes caves. Vous voyez dans les plots pleins qu'il y a, si on prend en haut dans le Médoc, il y a un petit peu moins, là, le plot plein vert, un petit peu moins en 2012, d'une 50aine de souches de levures différentes identifiées. En rouge, plus d'une 50aine de souches identifiées. Tous les plots pleins, c'est des souches qu'ils ont rencontrées dans toutes ces régions. Et puis en hachuré, des souches qu'ils ont rencontrées dans certaines régions, mais dans pas d'autres. Donc on pourrait dire, tiens, mais il y a quand même des levures qu'on trouve qu'à un endroit ou qu'à un autre. Ben non, ben ça brasse quand même beaucoup. Dans leurs études, ils ont montré qu'il y avait près de 8000 souches différentes uniquement sur le merlot à Bordeaux. Et c'est intéressant, si je vous donne ce chiffre, c'est parce que en Nouvelle-Zélande, ils ont fait le même type d'analyse et ils ont trouvé que 1700 souches différentes. En fait, en Nouvelle-Zélande, la vigne est venue beaucoup plus tard. Si on se rappelle les jalons qu'on a vus avant, la vigne, ça fait peut-être, ou le vin, ça fait peut-être 8000 ans qu'on le cultive, beaucoup plus ancien à Bordeaux qu'en Nouvelle-Zélande. Et bien là, par en fait le travail de l'homme, il y a une diversité qui est devenue plus grande. Et en fait, dans les plots que vous avez ici, entre le vert et le rouge, le vert, c'était des domaines bio, le rouge, c'était des domaines, entre guillemets, conventionnels. Et on peut voir que dans le bio, il n'y a pas nécessairement une plus grande diversité que dans du conventionnel, comme on aurait pu le penser a priori. Donc, si on résume, au niveau de ces identifications moléculaires, ça nous a permis de dire que des levures de terroir, il n'y a pas une levure qui est issue d'un terroir, mais les levures sont le terroir, elles font partie. Le consortium microbiologique est une dimension du terroir, comme le climat, le sol, la vigne, comme le montre d'ailleurs le graphique ici. C'est à l'heure où je vous parle, en fait, c'est sorti à peu près maintenant que je vous en parle. C'est dans l'éditorial de la Revue des œnologues de janvier 2021. Et Hervé Alexandre a fait un excellent dossier ici dont le titre est « Levure de terroir, le serpent de mer œnologique » et il parle d'études de ce type-là. Mais il finit, comme vous pouvez le voir sur les pastilles, que le terroir, c'est le sol, c'est la vigne, c'est le climat, c'est l'humain, la tradition, le terrain et justement aussi ce consortium microbiologique. Ce consortium, il change, il se modifie, il se fait modifier par l'homme, comme le climat d'ailleurs. Et là, comme la notion de terroir, il ne faut peut-être pas non plus voir le terroir comme étant complètement figé, mais il peut aussi évoluer. Donc, on a parlé levure terroir, on a parlé que pour la fermentation, c'est des Saccharomyces. Maintenant, quand on a commencé à analyser ce consortium, on dit, OK, il y a des Saccharomyces, Cerevisiae baianus, qui sont capables de fermenter, et les autres? Les autres, c'est des sales bêtes? Non. En fait, ce n'est pas toutes des indésirables. Pour preuve, quelques exemples. Les Torula sporula delbrueckii, quand on fait fermenter des vins doux, elles ne produisent pas autant d'acidité volatile que les Saccharomyces. Metschnikovia pulcherina, très intéressant pour certains aromatiques. Metschnikovia fructicola, une autre espèce de Metschnikovia, vous le savez certainement, on a eu des conférences là autour, intéressante en bioprotection. L'Achancea, ça c'est récent, levure acidifiante, et puis ça, ça nous intéresse maintenant. Ces 4 exemples, d'ailleurs, c'est des levures que vous pouvez, d'ailleurs, qui ont été sélectionnées et qui sont même commercialisées. Donc, ces fameuses non-Saccharomyces, en général, qu'on ensemence en même temps en séquentiel que des Saccharomyces. Ce qui est important ici aussi comme notion, c'est la notion de souche, dans le sens où ces levures commercialisées, dès
des Lachantia, celles qui sont acidifiantes. Il y en a qui sont plus ou moins acidifiantes, comme des Saccharomyces, il y en a qui vont plus ou moins vite, plus ou moins aromatiques, etc. Donc là, il y a aussi un travail de sélection qui doit être fait. Et ce n'est pas que le nom, le genre et l'espèce, mais il y a aussi la souche qui a son importance. Alors si on revient sur la maîtrise de la diversité du spontané, en fait, les premières approches pour maîtriser NFA, c'était maîtriser Saccharomyces. Les connaissances récentes, c'est microbiologie diverse, ce consortium qui participe au terroir. Donc soit on essaye de maîtriser la diversité par ensemencement, soit on essaye de maîtriser cette fermentation, de guider cette fermentation spontanée. Donc ensemencer ou spontané, mais ensemencer un consortium ou une fermentation spontanée, c'est les deux directions possibles. Et ces deux approches ne sont pas antinomiques. Il n'y en a pas une qui permet de faire du bon ou du mauvais vin. Avec les deux, on peut faire de l'excellent vin, voire on peut se louper dans les deux cas aussi. Le titre, c'était fermentation spontanée. Donc, je vais quand même venir sur quelques recommandations si on veut faire une fermentation spontanée. Vous l'avez peut-être entendu dans des cours ici à Changin, dans des conseils de vos œnologues cantonaux ou sur des protocoles Internet. Je prendrai quelques éléments qui me semblent très importants. Un, faire un pied de cuve, c'est quand même une recommandation. Tout le monde ne le fait pas, il y a de très bons résultats. Mais on recommande de faire quelques essais. Alors, ne venez pas avec des tout petits volumes de 4-5 litres, au moins 10-20 litres. Il y en a qui travaillent sur 100-200 litres avec plus de succès. Avoir un pied de cuve avec un volume minimum d'une bonne dizaine de litres. Température de ce pied de cuve, 20 degrés, voire 25 degrés, c'est encore mieux. Utilisez soit du SO2, soit j'y viendrai du vin pour sélectionner plutôt les levures fermentaires. Et puis, utilisez ce pied de cuve quand il est environ à 30 oxlés, à des doses en général, on recommande de l'ordre de 3 à 5% du volume final. Et, à ne pas oublier, avant d'ensemencer, faire un contrôle microbiologique. Déjà avec la dégustation, ou alors le microscope, ou d'autres techniques. Dernière partie, enfin avant-dernière partie, mais les essais qui ont été conduits à Changin. Alors on a fait un premier essai dans les années 2005, c'était le travail des diplômes de Monia Desmeules, de se dire, comme on l'avait vu en 92, il n'y a pas une, mais il y a des levures qui font une fermentation spontanée. Donc la logique, c'est de dire, mais si je suis en ponte spontanée, il y a plus de levures, il y a peut-être plus de complexité aromatique. Donc on a fait un essai avec un cocktail de LSA, où dans un premier essai, on avait de 1 à 4 LSA du spontané. La préférence à la dégustation, plus il y avait de levure, mieux c'était, top. Et puis on s'est rendu compte que c'était aussi plus il y avait du sucre. Donc c'est peut-être le sucre qui était ça, mais un panel expert de dégustation a quand même confirmé que plus il y avait des levures, plus le côté typicité du cépage apparaissait. On a répété ça après aussi avec 8 LSA et du spontané. Les résultats n'étaient pas significatifs. Maintenant, je dirais qu'il y a encore des viticulteurs qui continuent avec ce système. Par contre, on a aussi des préparations commerciales de mélange de LSA pour la fermentation, 2, 3, 4 levures différentes, 2, 3 souches différentes qui sont commercialisées actuellement. Un autre aspect qui a été testé, c'est le problème fréquent, et si je vous montre une image, ça vous rappellera peut-être aussi des souvenirs ou des examens, c'est les levures dites apiculées, typiquement qui font de l'acétate d'éthyle ou de l'acide acétique, problème fréquent dans les pieds de cuve ou les débuts de FA en spontané. Ces levures n'aiment pas l'alcool. Donc, en fait, le protocole qui a été testé par Charlène Comtesse dans son travail de diplôme, c'est de dire, OK, si on rajoute de l'éthanol pour atteindre 5-6% d'éthanol, hors de grandeur 30% de vin, eh bien, en fait, effectivement, ça permet d'éviter le démarrage de ces... Enfin, surtout qu'elle travaille, et on a beaucoup moins de problèmes. Les résultats étaient très bons. Attention par contre au suivi de l'FA, comme on ramène du vin, il ne faut pas faire le suivi des degrés oxydés va être différent, l'FA va démarrer plus lentement, et puis ça évite bien les levures apiculées, mais ça évite pas les brettes. Certains praticiens utilisent ce protocole avec succès, en tout cas c'est les retours que j'ai. Autre possibilité pour lutter contre les levures indésirables, utiliser la bioprotection. C'est un travail qui est en cours, venez à la soutenance en automne et vous aurez les résultats. Autre élément, c'est aussi, je vous l'ai dit, contrôle microbiologique. Et là, Changin a acheté un appareil d'analyse moléculaire par PCR quantitative. Ça se fait très rapidement, en moins de 4 heures. Actuellement, c'est focalisé
dans un pied de cuve, vous venez avec 2-3 pieds de cuve, et là, rapidement, on peut dire, dans celui-ci, attention, il y a des brettes ou des Schizosaccharomyces, celui-là pas, donc ça vous aide à choisir votre pied de cuve. Et normalement, pour ces vendanges 2021, c'est une prestation de service que Changin pourra proposer aux vinificateurs en Romandie. Une autre approche très intéressante, c'est cette logique de consortium. Alors là, le but du travail des diplômes, il y a déjà des travaux qui ont été commencés avec Jean-Vincent Marchoux et Valentin Bourret. Il y a un travail des diplômes qui continue maintenant avec Marc Sawaya et qui va se terminer en 2022, dont l'objectif, c'est d'avoir quelque chose utilisable pour les viticulteurs proposés en 2022. Là, le principe, c'est un vigneron qui travaille en spontané. Il prélève des échantillons sur ces différentes cuves, nous on les conserve au congélateur. Au millésime suivant, les cuves qu'il aimait bien, on repart avec ces cuves, on fait démarrer un pied de cuve, en faisant attention qu'il n'y ait pas de levure indésirable, brette et apiculée. Et comme ça, on maintient aussi ce consortium. Et puis, Inch'Allah, ça sera le consortium qui va être réensemencé, qui va évoluer au gré du millésime, comme ça se ferait de manière spontanée. Donc ici, le but, c'est d'avoir quelque chose qu'on puisse proposer aux vinificateurs. Ça fonctionne d'après nos premiers essais. Voilà où on en est sur ce projet. Conclusion. État des lieux, on l'a vu, les connaissances ont évolué. D'une levure, on est passé au consortium. Ce consortium microbiologique fait partie intégrante du terroir et dynamique. Fermentation spontanée, il n'y a pas une recette unique. C'est plutôt des recommandations basées sur l'empirisme. C'est une adaptation perpétuelle. Il faut toujours être à jour pour savoir ce qu'on doit faire et le contrôle est indispensable. Perspective, contrôle des populations microbiologiques, pas des outils comme ceux de Changin de biologie moléculaire ou d'autres outils qui vont venir à l'avenir. Et puis au niveau des connaissances pratiques de nos microbiologies, il y a une évolution vers une maîtrise de ce consortium, une intégration des populations de levures Saccharomyces, donc Saccharomyces. J'aurais pu faire encore le même discours avec les bactéries lactiques. Donc cette maîtrise de cet ensemble, de ce consortium, c'est aussi une maîtrise des levures et bactéries indésirables, comme on le fait maintenant avec la bioprotection. Et pour conclure, je remercie déjà vous de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, les étudiantes et étudiants qui ont travaillé pendant ces travaux de diplôme, tous les collègues au laboratoire, à la cave et autres qui nous ont aidés, et puis évidemment les entreprises partenaires chez qui ces travaux ont été faits, qui nous ont accueillis, qui nous ont partagé leur expérience pour avancer. Un grand merci et à très bientôt.